visez plutôt l'arrière, la charge se situe sur l'avant du drone. On est à 100 nœuds, on est parallèle à lui, on a la même vitesse, on est 100 pieds au-dessus de lui. C'est bon, je parle pas de Ouverture. En 2024, un certain nombre d'attaques ont eu lieu, notamment en mer Rouge, qui marque une vraie désinhibition de la violence, avec les attaques des Houthis contre la marine de commerce. Donc ça a changé considérablement la manière de préparer la marine pour ces opérations, de façon à faire face à l'ensemble de ces menaces. Très clairement, ces dernières années, il y a eu un durcissement des rapports de force sur les mers, sur les océans. Donc avec des actions très violentes qu'on ne connaissait pas dans une telle dimension, une telle violence depuis plusieurs dizaines d'années. En fait, il y a une remise en cause de l'hégémonie occidentale sur tous les théâtres et on voit une déclinaison en zone maritime. On observe un changement de paradigme sur les marines. Comme on a pu voir le retour de la guerre des chars, comme on a pu voir quasiment le retour du combat aérien, on se retrouve désormais dans l'hypothèse renouvelée du combat maritime. Alors que les opérations d'ingérence et de déstabilisation se multiplient partout dans le monde, le retour de la course aux armements entre les grandes puissances internationales a sonné. Au large, depuis plusieurs mois, des signaux appellent à la plus grande vigilance. De la mer Baltique à la Méditerranée, de la mer Rouge à la zone Indo-Pacifique, le retour de la guerre en mer est désormais une hypothèse de tout premier plan. Sur la façade atlantique, les frictions se jouent sous la surface. La guerre sous-marine, c'est un vrai sujet pour nous. D'abord parce qu'on a plusieurs façades maritimes et on doit les protéger. Ensuite parce qu'on est un pays doté de la dissuasion nucléaire. Au large de Brest, on surveille de très près tous les Russes qui transitent. On montre qu'on est présent, c'est-à-dire qu'on ne leur laisse pas de porte ouverte. Avec d'autres pays de l'OTAN, nous opérons dans cette zone-là de façon à connaître, comprendre la manœuvre des unités russes de manière à conserver notre liberté d'action et notamment notre liberté d'action pour la dissuasion nucléaire, puisque nous opérons nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à partir de Brest en direction de l'Atlantique. Cette dissuasion est la première mission de la Marine nationale. Elle permet la protection des intérêts vitaux de notre pays. Elle est absolument fondamentale et elle draine l'ensemble des équipages de la Marine. Ces sous-marins, ils sont très nombreux et là aussi, ils font du signalement stratégique. La force d'un sous-marin, c'est sa dilution et sa réapparition et de montrer qu'on peut projeter une force, quelle qu'elle soit, eh bien, assez loin de ses propres côtes. Les Russes l'ont bien compris, il ne va pas forcément s'attaquer à nos côtes ou à une emprise de l'Alliance Atlantique, par exemple, mais ils montrent qu'ils sont là et que, alors que vous avez des articles qui expliquent que, eh bien, sur le front terrestre, les Russes n'avancent plus tant que ça, eh bien, pendant ce temps-là, que ce soit dans l'Atlantique ou dans d'autres zones du monde, la marine russe progresse. Tout ça, en fait, implique tous les alliés, évidemment. Et dans ce monde, la marine française est un allié de qualité et un allié de plus en plus rare, parce qu'en fait, très peu d'alliés ont encore les capacités militaires, mais aussi le budget pour continuer de maintenir une marine qui peut occuper les eaux comme la marine française peut le faire. La priorité du commandant devient la lutte anti-sous-marine. Le commandant se situe au central opération, posture de santé numéro 1. L'heure d'affirme de la quitte. Un sous-marin, quand on ne sait pas où il est, c'est une menace latente. Donc j'ai besoin de savoir où il est. L'incertitude, c'est le nerf de la guerre, mais c'est aussi ce qu'on essaye de lever en permanence.
Et notre travail en lutte anti-sous-marine, c'est justement de lever cette incertitude. Donc, traquer le sous-marin, effectivement, ou le pister plus exactement, c'est notre travail. C'est nous assurer que j'ai pas de menace latente. Prepare for engagement, Aquitaine 2, Bulldog, Jacoupe BW. La lutte anti-sous-marine, c'est pas une finalité en soi, c'est juste le moyen de permettre une liberté d'action derrière. Parce que le sous-marin, c'est vraiment un moyen privilégié pour empêcher la liberté d'action d'un compétiteur. Vous voulez empêcher une nation d'agir librement en mer, vous mettez un sous-marin devant un de ses ports, vous l'empêchez quasiment d'intervenir, de sortir de ses ports. D'où l'importance de la lutte anti-sous-marine. Et on l'a particulièrement bien compris en France. La lutte anti-sous-marine, ça utilise tous les moyens qu'on a à disposition. Ça utilise des moyens de surface, des bâtiments de surface, donc des frégates, des avisos. Ça utilise des moyens aériens, des hélicoptères, des avions de patrouille maritime, mais aussi des sous-marins. Ça peut aussi, dans certains cas, utiliser des moyens peut-être de renseignement humain ou images. Voilà, donc on va mettre en œuvre l'ensemble à peu près l'ensemble des capacités que peut avoir une nation pour faire de la lutte anti-sous-marine. Dans le milieu océanique, dans l'eau, particulièrement dans l'eau de mer, le son il se propage pas de manière continue. Il se déplace en formant des courbes et donc il crée des zones où on ne peut pas détecter. Celui qui connaît bien son milieu, il est capable d'exploiter ces zones-là, soit pour combler ces trous de non-détection, soit justement pour s'y cacher. Autorisation d'ouvrir la porte sonar. Ok, reçu. Ouverture. Si vous passez dans une zone où vous n'êtes jamais allé, vous détectez quelque chose, au départ, vous pouvez vous dire « Ok, j'ai un sous-marin ». Mais non, c'est peut-être juste un écho de fond, un rocher, un conteneur, une épave que je ne connaissais pas. Si j'y suis passé plusieurs fois, qu'à chaque fois que je passe, je fais la même détection, en fait, je vais être capable de dire « Non, ça, c'est quelque chose de normal ». Capacités de détection ont vraiment explosé. Et puis la manière d'interpréter aussi cette détection est différente. Avec justement le croisement des différents sonars qu'on peut avoir, on peut dédouaner beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas avant. Vous avez rien dans le 82 à 40 000 ? C'est une guerre un petit peu à l'usure. C'est beaucoup de jours d'attente. On va pas l'avoir du premier coup évidemment. Ou alors ça peut arriver, mais c'est très très rare. Beaucoup de briefings, beaucoup de tactiques qui vont être préparées. Une fois qu'on l'a, changement complet de mentalité en fait. Déjà, tout le bateau est concerné, on le sent. On va avoir une sorte de silence dans le bateau. En fait, on va se mettre dans une situation acoustique qui, on va dire, calme. On va plus émettre aucun bruit. Les diffusions vont plus se faire, par exemple, pour émettre le moins possible d'émissions. Tout le monde est concerné, tout le monde est dedans, et c'est comme si on était dans un tunnel. On est dessus, 24/24. 24/24, et c'est une chasse. C'est des heures, oui, des heures. Des fois, il n'y a rien. Il peut y avoir rien pendant des jours. Mais il ne faut jamais rien lâcher parce qu'il suffit d'une fois, d'une inclinaison qui est mauvaise de ce sous-marin, paf, il est pingé. Il a beau être pendant 5 jours, on peut le perdre. On ne le lâche pas. Au bout de 5 jours, on peut le reprendre. L'avantage d'avoir ces moyens en œuvre en même moment, c'est de travailler en complémentarité des moyens. L'hélicoptère NH90 de la Marine, sa mission principale, c'est dans le cadre du soutien de la force océanique stratégique, donc c'est des missions de lutte anti-sous-marine. L'AFREM, par exemple, avec ses capteurs, notamment son sonar, est capable de voir loin
mais a une confiance relativement faible dans ce qu'elle détecte. Donc elle privilégie plutôt la distance à la pertinence du contact. Le NH90, l'avantage, c'est qu'il y a l'élongation. Comme tout vecteur aérien, donc il est largement plus rapide qu'une frame, pour aller investiguer un contact, notre sonar, nous, derrière, nous permet d'être assez discriminant pour dire si oui ou non le contact que l'on tient est un contact sous-marin. Comme c'est un jeu du chat et de la souris, c'est pour ça que le caïman est redoutable, parce qu'une fois qu'il tient le contact, ce qu'on appelle nous tenir le contact, c'est très difficile pour le sous-marin de ce qu'on appelle dérober, de rompre le contact par rapport au sonar du NH. Là où vous aurez besoin de beaucoup de frégates pour contrôler un espace maritime, parce qu'on voit où est la frégate, et quand elle est à un endroit, elle ne peut pas être à un autre endroit. Un sous-marin, s'il est à un endroit, en fait, vous ne le savez pas. Donc potentiellement, il est peut-être à l'autre bout de votre espace maritime. Et donc, il contrôle beaucoup plus d'espace. Le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, c'est une nouvelle classe de sous-marin et il diffère du précédent type de sous-marin par de nombreuses choses. En réalité, il fait les mêmes missions que l'ancien type de sous-marin, à quelques nouvelles missions près, mais il les fait beaucoup mieux. Il fait beaucoup mieux parce qu'il a des meilleurs senseurs, il voit beaucoup plus loin, aussi bien en termes d'acoustique, de sonar, ou aussi bien en termes de capteurs optroniques au-dessus de l'eau. Il est également beaucoup plus discret. C'est un bâtiment qui peut s'approcher beaucoup plus près de certains autres bateaux sans être repéré. 28 mètres, 27 mètres, 26 mètres, 25 mètres. Vous voyez là, c'est comme ça, c'est assiette nulle, on va déjà commencer. Plus 2 degrés assiette, 18 mètres 3. Une mission, donc un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est tourné d'abord vers une seule mission, c'est le combat sous l'eau, en mer, contre des bâtiments de surface ou contre des sous-marins. On est capable surtout du coup de s'introduire soit dans des groupes de bâtiments pour les trouver, pour les pister, ou au plus près d'un sous-marin pour le pister, le reporter. Sur le contact, dans le 234 à 8500 mètres, incertitude 2400 mètres, vitesse d'expansion 6 nœuds. Est-ce qu'ils sont du bio? C'est à 5000 mètres. Il doit sortir dans la minute, commandant. Ils seront entretenus à ce moment-là à 8000 mètres. Chercher un sous-marin, c'est un peu comme chercher une église dans une boîte de foin. On a passé 2 heures à scruter nos sonars. C'est vraiment un travail très méticuleux. On va analyser chaque trace qu'on va pouvoir observer, qui vont sortir sur les sonars, jusqu'à trouver la bonne qui finalement va sortir un peu de nulle part. Et c'est parce qu'on a des veilleurs extrêmement attentifs, parce qu'on a un analyste qui va être capable de la caractériser, qu'on va finalement détecter la bonne et ensuite partir sur les réactions qu'il faut. De la frame dans le secteur du 270, vitesse écoute. Le premier de mes outils, ce sont mes oreilles. Donc là, je vais faire un premier filtre et ensuite j'ai différents outils d'analyse qui vont me permettre de faire ressortir des informations, des fréquences, des choses comme ça. Là. C'est un moment où il faut rester vraiment assez concentré, essayer d'analyser toutes les traces, les classifier pour pas passer à côté de ce sous-marin. Okay, donc pour le Kodat et le Kotak, l'objectif de la manœuvre c'est de venir en rapprochement rapide, en fulgurance pour pouvoir engager avant d'entrer dans son volume de portée des armes. La lutte sous la mer, c'est un savoir-faire entretenu depuis très longue date dans la Marine nationale et on peut dire c'est un savoir-faire vraiment de pointe en France, que beaucoup de marines nous envient. Pour plusieurs raisons. On a la chance d'avoir des bâtiments qui sont extrêmement discrets et ensuite on a un savoir-faire tactique qui est très important et qui date de très longtemps puisqu'on met en œuvre des sous-marins nucléaires depuis 1972 dans la marine française et parce qu'on a des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on a des sous-marins nucléaires d'attaque comme le nôtre pour les appuyer. Tu as besoin d'avoir quoi? Tu as besoin d'avoir une position d'engagement. Tu as dit que c'était ton objectif. Tu as touché de bande large. Maintenant, ce que tu veux, c'est te positionner. Combien de fois on peut réduire en fonction? Plus il y aura de sous-marins dans les mers et plus ça fait peser éventuellement des menaces dans les différentes zones dans lesquelles sont ces sous-marins. C'est d'ailleurs la nature de notre mission. Nous, on fait peser une menace dans la zone dans laquelle on est, une très grande menace, parce qu'avec notre propulsion nucléaire, on peut aller très loin, très vite. Et rien de lisser le mois. Bien, disposez la gaz sur la multi. Disposer les sur la multi. Donne l'ordre pour le lissage. Ceux qui sont disposés. Motion, dispose la gaz sur la multi.
On a des grands compétiteurs qui remettent à jour leur flotte de sous-marins avec des sous-marins très performants. Et donc, en permanence, il faut qu'on soit prêt à lutter sous les mers. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. La mer, simplement, c'est un milieu très hostile. Être sous la mer, c'est très hostile. Tout ça, ça fait qu'on est en permanence avec une très forte exigence. Nos équipes, elles ne se posent pas de questions sur est-ce qu'on est prêt ou non à aller attaquer demain une autre unité. En fait, on s'entraîne en permanence. Et dès qu'on fait un exercice, l'exercice constitue à aller couler un bateau ou à aller couler un sous-marin. En fait, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, on est en permanence prêt pour cet état de risque supérieur dont on peut parler aujourd'hui. La seconde. Historiquement, parce que la mer est plate, parce que la mer n'a pas d'obstacles, et parce que la mer est un milieu fluide, la mer était partagée. Au fur et à mesure de l'histoire, la mer s'est territorialisée aux environs des côtes, pour des raisons évidentes de protection, et certains, dans certains endroits, ont tendance à vouloir s'approprier cet espace commun pour pouvoir l'exploiter à leur guise. La haute mer se trouve de facto le théâtre de confrontation dans un espace où la liberté régnait, mais où certains cherchent à l'entraver. L'intérêt de déployer une force comme le groupe aéronaval, c'est de signifier, de manière appuyée mais non escalatoire, que la France est attachée à la liberté de navigation dans ces espaces communs. Un groupe aéronaval, il apporte la capacité à tenir un grand espace maritime, avec d'une part ses avions, avec leur capacité soit de frappe à terre, soit de frappe en mer, qui permettent de couvrir une grande surface et avec beaucoup de réactivité. Et puis ces frégates qui peuvent, en fonction de la situation, se rapprocher, s'élargir. Ces grands volumes ferment des accès. On peut imaginer de fermer un accès entre la Norvège et l'Islande, par exemple, et là on fait un bloc et on empêche les avions de patrouille maritime russes de passer. C'est un signal politique très fort, puisqu'il y a de la masse, il y a de la visibilité. Par sa mobilité, on peut finalement se retrouver un jour à être une base aérienne dans le nord de la mer Rouge, et 15 jours plus tard, avoir cette même base aérienne qui produit les mêmes effets au large de l'Inde. Le groupe aéronaval français a joué un rôle important au début de la guerre en 2022 de l'invasion russe de l'Ukraine. Il a joué un rôle de présence et de signalement stratégique en Méditerranée alors que les Russes grouillaient dans la mer et essayaient en fait de la dominer. Et donc évidemment pendant l'escalade qui a eu lieu après les attaques terroristes du 7 octobre et la riposte des Israéliens à Gaza, les moyens de la marine française ont été déployés en Méditerranée et ont joué un rôle aussi important qui a été remarqué. Et aujourd'hui, il y a une bascule. Le groupe aéronaval est en zone Indo-Pacifique. C'est un moment intéressant pour le groupe aéronaval d'être dans cette zone, étant donné l'importance de l'enjeu et de cette compétition entre la Chine et les États-Unis. C'est une certaine manière de rappeler aux partenaires dans la zone, donc les partenaires asiatiques, que la France peut jouer un rôle, évidemment sans exagérer non plus les capacités françaises. Je pense que personne dans la marine française ne prétend avoir les mêmes capacités que la marine américaine ou même la marine chinoise, mais ça ne veut pas dire que la France n'a pas un rôle à jouer. Donc c'est important que le groupe aéronaval soit là-bas et qu'il envoie ce signal stratégique qui est bien reçu de la part des partenaires. L'objectif est de monter en gamme rapidement pour qu'on soit paré pour la mer Rouge. Pour le CO, à bien prendre en compte les outils dont on a parlé hier avec le COMGAE pour que les communications soient fluides. Les points un peu particuliers et nouveaux, c'est la prise en compte de plus en plus de la menace
drone, qui est quelque chose de relativement récent dans le développement au cours des dernières années, et pour lequel nous adaptons l'ensemble des moyens du GAN, dont le groupe aérien embarqué, pour pouvoir répondre à la fois à cette menace autour du groupe aéronaval, mais également pour aller éventuellement y répondre à grande distance du porte-avions. C'est un peu le principe du groupe aérien embarqué qui est là pour agir loin et vite. Le rayon d'action, c'est la première raison d'être du groupe aérien embarqué. Moi, j'envoie très facilement mes Rafales à 1000 km du porte-avions pour faire des missions. Je peux doubler assez facilement la mise en utilisant des armements à longue portée avec des capacités de ravitaillement en vol internes et propres au groupe aérien embarqué. Et ajouté à cela, vous avez un porte-avions qui bouge 1000 km par jour. Donc on voit bien qu'il y a une notion finalement de rayonnement très forte de la capacité à agir. Et on est vers partout. Vers partout. Descends le panneau. Reçu, descends le panneau. Le porte-avions navigue en zone de menace drone de surface, drone aérien et missiles. Allez, à tous au point de situation, on a rappelé mon poste de combat actuellement danger aérien jaune, danger asymétrique jaune, tir sur ordre. Nous sommes au milieu de la mer Rouge, 50 nautiques des côtes, menace missile, menace drone de surface. On prépare notre transit en mer Rouge et donc l'objectif c'est de maîtriser parfaitement les gestes techniques pour être capable de faire face à une menace de type drone de surface, une menace de type missile balistique, une menace anti-navire et une menace drone aérien. Pour combattre en mer, il ne faut pas être tout seul. Nos capacités, elles ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Pourquoi? Parce que nos senseurs mettent en commun ce qu'ils voient et donc on augmente notre portée de détection grâce aux détections des uns des autres et aux échanges d'informations qui circulent dans la force et ensuite on utilise l'arme la plus appropriée pour traiter la menace qui vient sur la force. À travers tribord actuellement. Zéro, on peut zoomer sur le Zodiac? On effectue pas de réponse, je fais orienter l'optronique sur le Zodiac pour l'information sur le personnel. 3500 mètres. Commandant dopé pour contact. Piste classée hostile. Reçu. À tous, piste dans le tribord 108, classé hostile. Danger asymétrique rouge, tir sur ordre. Reçu, rouge, tir sur ordre. 20 mm, on part à manœuvrer. À tribord. Il y a bien évidemment l'épine dorsale, la colonne vertébrale, qui est le porte-avions Charles de Gaulle, avec à son bord son groupe aérien embarqué, composé d'avions Hawkeye, d'avions de guet aérien, mais aussi de Rafale marine, d'hélicoptères. Et pour escorter le porte-avions, nous avons 3 frégates qui sont chacune dédiées à un domaine de lutte, donc le domaine de lutte anti-sous-marin, anti-aérien ou anti-surface. Mais ces bateaux sont entourés par un sous-marin nucléaire d'attaque qui sert souvent en précurseur et qui va nous permettre d'avoir une forme d'alerte, une forme d'observation en amont. Grâce à cette escorte autour du porte-avions, on assure une surface de surveillance qui nous semble tout à fait à même d'affronter l'élément compétiteur ou indésirable et faire face éventuellement même à certaines menaces. Les frégates de défense aérienne sont des frégates qui sont très armées, surtout pour protéger le porte-avions à longue distance. Ayant la charge de la lutte antiaérienne, on est en lien direct avec le porte-avions pour pouvoir déclencher un décollage sur alerte des Rafales. Donc on a un aéronef suspect, tribord 35 à une distance de 22 nautiques. Cette bulle de protection permet au groupe aéronaval d'évoluer en toute liberté dans toutes les mers du globe.
avec la garantie qu'on sera anticipé sur toute menace qui viendrait à s'approcher du porte-avions. Press the Cyclone Graph formation BID on suspect track possible UAV Fox Bravo 323. On sera capable de détecter et d'agir à peu près 150 km autour du porte-avions. On a surtout de la guerre électronique qui permet notamment d'identifier sur les émissions électromagnétiques de ces mobiles-là, avoir déjà une idée de quel type de porteur c'est. Et ensuite, on peut monter en réaction, on peut aller jusqu'à faire de l'accrochage conduite de tir pour montrer nos velléités ou utiliser alors notamment les chasseurs en interception. Donc là, on les fait sortir du pont du porte-avions et on les envoie en interception, déjà pour confirmer l'identification visuelle et puis ensuite pour se tenir parés et dérouter si possible. Voilà, tout ça pour éviter le survol du porte-avions ou, in fine, l'engagement du porte-avions. Dans ces cas-là, on mettra nos chasseurs en mission d'engagement avant qu'ils n'arrivent au niveau du porte-avions. Eco engage hostile 323 over. C'est qu'il faut faire vite parce que, surtout en lutte anti-aérienne, toute seconde perdue peut nous être reprochée derrière ou nous être rédhibitoire. Donc l'objectif, c'est de réagir le plus vite possible pour faire le travail de défense du porte-avions. Pour agir effectivement sur la durée et même si le porte-avions il a des capacités nucléaires, les avions ont besoin de carburant, les bateaux d'escorte ont besoin de carburant. Des capacités comme le nouveau ravitailleur sont particulièrement précieuses. Avec des nouvelles dimensions, de nouvelles souplesses, on gagne en capacité d'action, ça c'est certain. Mais on a aussi essentiellement besoin des partenariats et des alliances de façon à pouvoir travailler. Les bases maritimes françaises, qu'elles soient à Djibouti ou par exemple aux Émirats arabes unis, ça permet aussi une projection du pouvoir maritime et de la présence maritime française. Ça permet de mieux comprendre que tous les théâtres en fait sont liés et qu'il faut avoir une stratégie d'emblée pour pouvoir bien sécuriser et défendre les marges de manœuvre françaises, mais donc de fait européennes. Et puis en plus, ça permet évidemment de se connecter au territoire d'outre-mer français. Il ne faut pas oublier que la France a une des zones exclusives économiques, donc une des zones maritimes les plus importantes au monde. Le bâtiment ravitailleur de force, c'est la logistique du dernier nautique pour amener au plus près des forces tout ce dont ils ont besoin pour durer à la mer. Donc ça va être du carburant, des munitions, des vivres, essentiels également pour durer à la mer, et puis toutes sortes de produits, des pièces détachées, également des capacités ateliers. C'est bien répondre à ce besoin de logistique du dernier nautique, possiblement dans une zone d'opération, dans une zone de menace, sous menace que doit répondre le bâtiment ravitailleur de force. On ravitaille 2 bateaux à la fois et un bateau en carburant, le Charles de Gaulle, en carburant et en vivres. Donc c'est assez particulier, ça mobilise beaucoup de monde. C'est assez contraignant parce que la taille du navire et ses missions font qu'on a des créneaux assez restreints pour ravitailler des grandes quantités de carburant, de l'ordre de 1600-1500 mètres cubes de carburant en un temps assez réduit. De ce côté, sur l'avant, on a le carburant aviation et derrière, on a la partie fret. Donc ça peut être des vivres, des munitions, tout produit, pièces de rechange. Une route qui nous permet de bouger le moins possible. Ensuite, c'est une manœuvre assez dangereuse dans le sens où on transfère du carburant avec des pressions assez élevées, des charges très lourdes, plus d'1 tonne, avec des câbles tendus en permanence et beaucoup de monde qui tourne autour. Donc si on n'est pas concentré, ça peut vite dégénérer et causer un accident.
On a au moins 5-6 heures entre le début de la présentation et toute ligne larguée, presque 5 heures. Ce qui a structuré le bateau, c'est le soutien. Voilà, tout simplement, quand vous considérez le Jacques Chevalier, l'avant, c'est le carburant, le milieu, c'est les munitions, et l'arrière, c'est les vivres. Et donc c'est autour de cette structure du soutien qu'a été conçu et pensé le Jacques Chevalier, avec une logique de flux qui est vraiment une vraie progression par rapport à la précédente génération. Tout est fait pour être plus rapide, plus efficace et plus simple. Les capacités d'emport sont doublées dans tous les domaines. Le fait de pouvoir emporter et délivrer 2 à 3 fois plus de pétrole, de munitions, de vivres, va augmenter notre capacité à assurer le cycle de ravitaillement du porte-avions. Ça va être le défi du Jacques Chevalier d'aller chercher la logistique là où elle se trouve pour l'amener au plus près du porte-avions avec des distances qui sont démultipliées. C'est la soute-bombe dans laquelle on range toutes les bombes qui vont sous les rafales, donc pour pouvoir les soutenir le groupe aérien embarqué, et après on est capable de les envoyer en ravitaillement à la mer n'importe où dans le monde. On a la capacité de tenir dans la durée. On a également un soutien pour les escorteurs du groupe aéronaval. On peut les ravitailler en munitions d'artillerie pour pouvoir vraiment que l'intégralité de la force puisse se défendre. C'est petit calibre, gros calibre et ensuite munitions complexes qui sont les missiles. Et notre deuxième mission, c'est participer à l'autodéfense du bâtiment. On est un ravitailleur qui est capable de se défendre contre des menaces asymétriques ou missiles. Côté munitions, on est vraiment capable d'être un soutien complet, que ce soit au Charles de Gaulle, à son groupe aérien embarqué, ainsi qu'à tous ses escorteurs. Sur le BRF, on dit souvent « whatever, whenever, wherever ». Je t'amène ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et dans le « où tu veux », ça comporte les zones qui peuvent être éventuellement sous menace. Donc, dans le contrat du bâtiment ravitailleur de force, c'est de pouvoir transiter sous menace et de pouvoir amener au dernier nautique cette logistique au porte-avions. Les actions spéciales navales, c'est vraiment un atout aujourd'hui pour nous dans cet environnement complexe de compétition de puissance. On n'est pas vraiment en guerre, mais on sent qu'il y a des tensions très fortes entre les différents blocs. Il y a une expression de la violence qui amène ce qu'on appelle la zone grise. Et dans cette zone grise, c'est vraiment là que s'épanouissent les forces spéciales. Et notamment en mer, eh bien, ça nous ouvre pas mal d'options militaires très intéressantes dans cette zone grise que j'ai décrite. Vous avez un groupe d'hommes, il va vous ramener un renseignement particulier qui va intéresser au plus haut niveau, où il va avoir une action dans un domaine géographique, dans un domaine militaire, dans un domaine politique ou diplomatique qui va être particulièrement précieuse. Le commando Jaubert
est une des seules unités en France qui est capable d'interagir dans les 3 dimensions, que ce soit terre, air, mer, ce qui fait sa spécificité au sein de la communauté des forces spéciales. Les actions spéciales mer, elles sont particulières, d'une part parce qu'elles se déroulent en mer, la mer étant une zone exigeante, un environnement exigeant. C'est un vrai savoir-faire spécifique. Et ces actions spéciales navales, effectivement, nous demandent la capacité de pouvoir opérer en synergie avec l'ensemble des vecteurs de la Marine nationale, de ses capacités, pour pouvoir mener à bien des opérations dans une complémentarité d'environnement qui est vraiment particulière, spécifique, au large, en mer, que ce soit pour arriver à relocaliser une cible avec les Atlantiques II de la Marine nationale, suivi par des bâtiments de surface, au sein desquels nous, on va finalement apporter le petit geste final pour pouvoir faire aboutir ces missions dans lesquelles auront opéré finalement énormément de capacités variées au sein de la Marine nationale. C'est de pouvoir apporter en fait une plus-value, un effet militaire en profondeur dans les zones adverses, ennemies, qui va pouvoir avoir un effet stratégique fort au profit du politique. Voilà. D'où la spécificité de ce coup d'épingle qui va rester sous un seuil d'attribuabilité, justement pour pouvoir préserver les intentions de fond et pouvoir du coup multiplier les effets leviers de cette opération-là. Donc ici, on peut imaginer un contexte où on a réalisé un premier raid nautique avec nos ERC, les embarcations rapides commando, sur lesquelles on va pouvoir profiter de l'emport de charge pour franchir une longue distance de navigation. Et à la suite, ici, pour opérer dans un milieu maritime non permissif, pouvoir minimiser l'empreinte maritime sur le plan d'eau, on va réaliser une seconde rupture de charge avec ici donc les ELC, les embarcations légères commando. On est bien les seuls à pouvoir agir ici en autonomie complète de la phase de la projection jusqu'au coup d'éclat, on va dire, sur la phase réellement action, avec une faible empreinte, un impact très fort, et pour autant on aura mis en œuvre qu'un faible nombre de personnel sur le territoire. Avec la maîtrise de nos compétences au sein de cet environnement, la capacité à pouvoir agir directement, en tout lieu, en tout temps, avec des effets multiples que l'on peut proposer, que l'on peut adapter de manière assez chirurgicale à la mission qui nous est demandée, à l'effet politique qui est recherché pour répondre à un besoin extrêmement précis. Continuez à neutraliser. Allez, go. Un tango volume suivant. On est ici à Djibouti. C'est une zone dans laquelle les commandos marines sont présents et les fusiliers marins sont présents depuis 45 ans. C'est une zone idéale pour la préparation opérationnelle, que ce soit le milieu désertique, que ce soit l'environnement maritime. C'est aussi une zone extrêmement stratégique. Je pense que l'actualité nous l'a rappelé toutes ces dernières années. On se situe à la pointe de la Corne de l'Afrique, à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. C'est un lieu de friction, de compétition, c'est un lieu d'intérêt stratégique majeur. Et on est aussi prépositionné dans cette zone-là en mesure de pouvoir mener les actions qui nous seront demandées au service de nos autorités.
l'image qu'on a, ces 20 dernières années d'expérience opérationnelle qui nous ont façonnés, qui nous ont construits. Et finalement, on a un socle commun technique et tactique qui est quand même extrêmement robuste, avec un système qui est bien structuré, qui nous permet justement, et une remise en question permanente pour se permettre cette souplesse, cette agilité justement d'évolution et d'adaptation à l'environnement et à nos ennemis, à nos adversaires, à nos théâtres d'opération. Et en fait, ça, je pense que c'est une grande force que l'on a. Otage! J'apprends. Otage! C'est la grande difficulté pour une marine ou un ensemble de marines. C'est que désormais, il faut faire face ou savoir faire face à un nombre de crises qui se superposent. Lorsque vous avez une grande puissance maritime qui est en train de remplir ses cales de nouveaux bateaux, qu'est-ce qu'on va faire si cette marine attaque dans l'Indo-Pacifique? Vous avez en même temps ces groupes terroristes à gérer parce que un conflit dans une zone extrêmement stratégique est en train de déborder. Il faut avoir la marine adaptée pour ça. Et en même temps, il faut gérer le quotidien, c'est-à-dire les narcops, le narcotique, la pêche illégale ou encore les trafics d'êtres humains. Et c'est extrêmement difficile. Si on est seul, c'est juste impossible. Nous sommes actuellement dans une opération Caraïbes Royale, donc opération de lutte contre le narcotrafic, qui a pour objectif de cibler des go-fast, donc des navires rapides qui vont à plusieurs dizaines de nœuds avec souvent une motorisation importante. C'est des embarcations qu'on va essayer d'intercepter avec l'appui d'un hélicoptère, avec tireurs d'élite embarqués, pour pouvoir, dans un premier temps, mener des tirs d'avertissement et aller jusqu'au tir dans les moteurs pour l'arrêter. C'est une opération qui est connue par les services de renseignement à la fois français et partenaires étrangers. Et il va y avoir peut-être un effort particulier en termes de renseignement pour ces opérations. Et puis, on essaye également de travailler sur opportunité, c'est-à-dire qu'on va se positionner dans des zones qui sont connues traditionnellement pour être favorables à la présence de narcotrafiquants. Et donc, on va s'y positionner, cibler les vols de surveillance par avion de patrouille maritime et par hélicoptère pour pouvoir détecter, maximiser les chances de détecter et ensuite d'intercepter les narcotrafiquants. Concrètement, on vient de faire décoller l'hélicoptère pour qu'il aille sur zone pour déjà élaborer la situation tactique. Nous, Germinal, on va à vitesse maximum là pour aller nous positionner aux alentours de ce point de rendez-vous. Tout l'enjeu, c'est aussi de ne pas se faire contre-détecter. Donc, c'est de réussir à voir la piste, mais nous, de ne pas nous faire voir. Donc, on garde quand même une distance de sécurité par rapport à ce point de rendez-vous. Donc, on va se prépositionner avec le Germinal et une fois qu'on sera sur zone, en fonction effectivement de ce que nous aura reporté le Panthère, là, on mettra les tracos à l'eau avec les convois. Vous avez la porteuse? Ouais, c'est dégueulasse. Le bateau l'avait aussi, les tracos à 11h là. On est à la recherche de trafiquants qui se déplacent sur des vecteurs qui vont vite. Il y a beaucoup d'îles dans l'arc entier avec des eaux territoriales et notre action doit se faire en eau internationale. Donc on se doit de réagir au plus vite pendant que ces trafiquants-là circulent dans les eaux libres. En phase de recherche et de relocalisation, on a
4 paires d'yeux constamment dehors et une 5e paire à la fois dedans et dehors. Donc le commandant de bord, le membre d'équipage et les 2 tireurs d'élite sont focalisés dehors uniquement. Et le copilote alterne entre recherche au radar et recherche visuelle. Allez, on a le vert, on se réavance. Plus les conditions de mer vont être dégradées, compte tenu des petites tailles d'embarcation, plus les détections au radar vont être compliquées. Donc à ce moment-là, l'idée c'est d'avoir une paire d'yeux supplémentaire à l'extérieur. Nez à droite, nez à droite, maintiens, maintiens, maintiens. On travaille souvent de nuit, très bas, avec une marge d'erreur de pilotage qui est quasiment infime. Donc la moindre erreur peut éventuellement entraîner l'amérissage de l'hélicoptère. Moi, je dois voir comment me repositionner pour offrir une fenêtre aux tireurs d'élite, tout en gardant à l'esprit la première chose et la plus importante, c'est ramener l'hélico et l'équipage à bord du bâtiment. Les personnes qu'on va appréhender en mer, on va pas avoir les têtes pensantes de ces marchés. On va avoir plutôt des profils de bas de chaîne qui, eux, servent véritablement à faire du transit. Néanmoins, appréhender ces personnes, ça permet derrière les services spécialisés de travailler sur les réseaux et de pouvoir, au fur et à mesure, remonter ces réseaux. Les forces armées ont saisi plus de 40 tonnes de drogue, rien que sur l'année 2024. Les forces armées aux Antilles, c'est plus de 28 tonnes. Un exemple très concret pour le Germinal, c'est 8 tonnes. Donc, c'est des volumes assez importants. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont à la hausse. C'est des missions assez exaltantes pour le marin parce que le résultat est très concret. C'est-à-dire, on va chercher la saisie, on va chercher une interception. Et quand ça fonctionne, le résultat est très concret. Donc il y a vraiment une satisfaction, une fierté du travail accompli et un sens de la mission qui, ça, est assez, je ne vais pas dire facile parce que c'est un travail de tous les jours, mais que l'équipage assimile assez facilement. Ce qui est sûr, c'est que la lutte contre le narcotrafic, c'est une confrontation des volontés. Cet affrontement des volontés, il se traduit pour nous par une logique d'agressivité, une logique de combativité. Et on va accepter un niveau d'exposition de nos marins, peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on accepterait pour des missions plus classiques. La grande difficulté d'une marine, c'est qu'il faut à la fois gérer d'immenses espaces et en même temps, sur quelques petites zones très stratégiques, des groupes qui soient étatiques ou pas, avec assez peu de moyens, eh bien finalement peuvent passer à travers les mailles du filet. Ça vaut pour le trafic. Si on sait qu'il y a 40 tonnes saisies en une seule année en Martinique, on peut ou on peine même à imaginer le nombre de bacs et de sachets de cocaïne qui ont pu passer de l'autre côté, du côté d'Anvers ou du côté du Havre. C'est pareil pour la traite des êtres humains. Donc effectivement, c'est un travail de Sisyphe, mais c'est un travail qu'il faut faire parce qu'encore une fois, la saisie mais aussi le sauvetage sont de plus en plus importants. On vit un moment, je pense, stratégique très particulier et d'une certaine manière, ce n'est pas exagéré de dire qu'on n'en a pas vécu un pareil depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, il y a une confluence de facteurs et de facteurs déstabilisateurs en ce moment. On est à la fin d'un cycle d'un ordre mondial qui a été établi à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été dominé par les Occidentaux et qui en fait sous-tend la sécurité, la prospérité des Européens en particulier. Et ça, c'est une prospérité qu'on prend pour argent comptant et en fait qu'on ne devrait pas prendre pour argent comptant parce qu'aujourd'hui, elle est réellement en danger et en difficulté. C'est très compliqué pour un Français d'imaginer que lorsqu'il va sur un site d'achat en ligne et qu'on lui promet que le lendemain, un produit qui a l'air d'être fabriqué à la chaîne en Chine va arriver dans sa boîte aux lettres. C'est très difficile pour lui d'imaginer qu'en fait, il est venu par la mer et pas par un jet privé, malgré ce qu'on a pu lui promettre, c'est-à-dire en moins de 24 heures, voire dans la journée même. Ça vient du trafic maritime. Alors ça ne se voit pas tout de suite lorsqu'il y a une crise.
un immense cargo qui bloque le canal de Suez ou une attaque de Houthis. Mais s'il n'y a pas de mesures prises par des grandes puissances militaires souveraines qui décident de poursuivre l'accès à la navigation, eh bien on se retrouve avec une paralysie totale, notamment dans les pays occidentaux qui vivent beaucoup de ce trafic. Donc, cette ère nouvelle stratégique, en fait, demande une revue des termes de l'Alliance transatlantique pour la préserver. Et elle demande une révolution de la psychologie de la population et de renouer avec le concept du sacrifice militaire pour maintenir la sécurité et la prospérité du pays. La première mission de la marine, c'est effectivement la mise en œuvre de la dissuasion. La marine également protège la France, les Français et leurs intérêts de la plage au grand large. Avec l'accélération que nous voyons aujourd'hui des crises, la multiplication, la simultanéité, celui qui gagne, c'est celui qui s'adapte. Les évolutions dans le monde montrent que les rapports de force sont devenus une manière de résoudre les conflits, que le choix de la force, le choix de la violence est régulièrement pris pour résoudre les crises. Et donc nous devons, et c'est ma responsabilité de chef d'état-major de la marine, préparer nos forces à ce genre d'hypothèse.